Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation à présenter nos travaux dans le cadre de cette série de webinaires sur les violences et l'intersectionnalité. Alors aujourd'hui, nous allons présenter les résultats tout chauds d'un projet qui touche la violence sexuelle subie par les universitaires du Québec issus des minorités sexuelles et de genre et les pratiques de prévention et d'intervention qui ont cours dans les milieux d'enseignement supérieur. Alors, comme Ludivine me le disait, je suis Geneviève Paquet. Je vais présenter une partie du matériel en compagnie de Son Castonguay-Kunsombat, qui est étudiante au doctorat en psychoéducation. Je tiens à mentionner que ce projet-là a été subventionné avec deux co-chercheuses, Manon Bergeron, qui n'est pas ici aujourd'hui, elle est occupée dans d'autres tâches de recherche, mais elle a donc contribué à l'ensemble du projet, et Alexa Martin-Story, qui est aussi chercheuse associée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Pourquoi je ne peux pas changer ma diapo? Je m'excuse. Je vais trouver un moyen. Ah, voilà, j'ai trouvé. Merci. Alors, le plan de présentation d'aujourd'hui, je vais d'abord vous introduire aux principales définitions qu'on va utiliser dans le cadre des travaux qu'on vous présente. Je vais aussi circonscrire quelques enjeux de la problématique pour en arriver aux objectifs de l'étude, à la méthodologie et les résultats de l'objectif 1 et 2, et enfin les principales recommandations et un petit mot de conclusion. Alors tout d'abord, les principales définitions. Évidemment, la violence sexuelle, je pense que c'est important d'emblée de la définir. C'est la définition qui est utilisée dans le cadre du travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, la violence sexuelle se définit comme un acte sexuel commis par une personne envers une autre personne, sans le consentement libre et éclairé de la personne victime, ou à l'endroit d'une personne incapable de consentir ou de refuser l'acte sexuel. Il faut comprendre ici que l'acte sexuel est vraiment considéré au sens large, donc ça n'inclut pas forcément, évidemment, un toucher. Je vais vous prendre le temps aussi de définir avec vous la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur que nous allons par la suite appeler la VSMES. Alors, ce sont des violences sexuelles qui sont commises par une personne d'un milieu d'enseignement supérieur. Au Québec, ça peut vouloir dire dans un cégep, un collège, une université, envers une victime qui est affiliée à la même institution. Ça peut être survenu, les gestes de violence peuvent être survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes des établissements d'enseignement supérieur. Alors, parfois, on va aussi vous parler de violence sexuelle en milieu universitaire, qui est un contexte plus restreint. Et à ce moment-là, on parlera de violence sexuelle qui implique des personnes de même milieu universitaire. Enfin, je vous présente des définitions sur les personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Ce sont des groupes de personnes dont l'identité, l'orientation ou les pratiques sexuelles diffèrent de celles d'un groupe dominant. Alors, les personnes des minorités de genre, dans nos travaux, sont des personnes qui s'identifient à un genre qui ne correspond pas à celui qui leur a été assigné à la naissance. Ça inclut donc, par exemple, les personnes transgenres ou les personnes non-binaires. Pour les personnes issues des minorités sexuelles, ce sont les personnes avec une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle. Quelques enjeux rapidement de la problématique de la violence sexuelle subie par les personnes étudiantes issues des minorités sexuelles et de genre. Alors, lorsqu'on compare aux personnes étudiantes cisgenres ou hétérosexuelles, les personnes étudiantes transgenres, non-binaires ou avec une orientation sexuelle minoritaire, on retrouve systématiquement les mêmes résultats dans la littérature scientifique. C'est-à-dire, ces personnes ont plus de risques de subir de la VSMES, et ce, de différentes formes. Elles présentent aussi des niveaux de symptômes post-traumatiques plus élevés. Elles rapportent vivre plus d'attitudes négatives de la part de leur établissement d'enseignement lorsqu'elles dénoncent la situation. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'appartenir à un groupe minoritaire est associé à un vécu marqué par des expériences de discrimination, de victimisation multiple et ultimement des problèmes de santé mentale. C'est Meyer qui a élaboré cette théorie-là, qui s'appelle la théorie du stress minoritaire. Peut-être un élément contextuel aussi important à considérer dans le cadre de nos travaux, c'est que depuis 2017,
il y a eu l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette loi-là prescrivait l'implantation de politiques sur la prévention des VAX, des violences à caractère sexuel, dans tous les milieux d'enseignement supérieur. Cette politique oblige aussi les milieux à tenir compte des personnes plus à risque, dont les personnes issues des minorités sexuelles et de genre, qui sont nommément inscrites dans la loi. Alors, notre problématique s'inscrit aussi dans la foulée là, du développement de ces politiques institutionnelles-là, parce qu'on connaît quand même mal ce que cette population étudiante-là vit sur le plan des VAX et comment leurs besoins sont pris en compte sur les plans de la prévention et de l'intervention dans les milieux d'enseignement supérieur. Alors, l'ensemble de ce contexte-là nous a mené à vous présenter aujourd'hui 2 des 3 objectifs de l'étude que nous avons conduite. Donc, les 2 objectifs principaux qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'abord les résultats qui visent à documenter les différentes facettes des expériences de violence sexuelle en milieu universitaire qui sont subies par les étudiantes et les étudiants issus des minorités sexuelles et de genre. Le deuxième objectif vise à identifier les pratiques de prévention et d'intervention en matière de violence sexuelle qui sont mises en place pour les personnes étudiantes issues des minorités sexuelles et de genre en milieu d'enseignement supérieur. Alors, je vous présente maintenant la méthodologie rapidement de l'objectif 1 pour en venir aux résultats. Donc, nous avons travaillé sur un échantillon qui est tiré d'ESIMU, ESIMU que vous connaissez sans doute, qui est une vaste enquête qui a eu lieu à l'hiver 2016 dans plusieurs communautés universitaires du Québec. Dans ce grand échantillon-là, on a été sélectionner les personnes étudiantes qui ont participé à l'étude, évidemment, mais elles devaient, pour être incluses dans notre échantillon, avoir subi de la violence sexuelle en milieu universitaire et avoir rédigé un récit où elles nous confiaient un ou des événements de violence sexuelle en milieu universitaire qu'elles avaient vécus. Elles devaient aussi appartenir aux minorités sexuelles ou de genre. Ce sous-échantillon-là est composé de 223 personnes et donc 223 récits aussi, et est majoritairement composé de femmes bisexuelles aux études de premier cycle. Les récits ont été analysés pour toutes les personnes, les 223 personnes, à l'aide d'analyses qualitatives. On a d'abord élaboré un livre de code qui a été révisé par des personnes détenant une expertise soit en violence sexuelle, soit une expertise sur le plan de la diversité sexuelle et de genre. Ce qui nous a permis d'en arriver à un livre de code qui comprend 5 grands thèmes finaux. Ensuite, sur le plan de la codification des récits, on a évidemment eu de nombreuses discussions sur les problèmes d'application du livre de code pour s'assurer d'avoir un codage qui soit uniforme et valide. Et à la toute fin des analyses, nous avons révisé l'ensemble du codage. En fait, une seule et même codeuse a vraiment révisé l'ensemble du codage pour s'assurer de la fidélité et de la validité du codage qui avait été effectué. Ce qui nous a permis donc d'identifier 5 thèmes. Je vous présente d'abord le premier thème, qui est le thème qui documente les types de VSMU subis. Alors, on va illustrer le thème à partir d'extraits choisis. Ici, on a un homme qui se dit ouvertement gay, qui nous raconte qu'il lui arrive souvent que des commentaires soient faits à la blague sur son orientation sexuelle, sur la manière dont il perçoit les autres hommes et les femmes. Certains de ses professeurs ont eu des propos déplacés, voire discriminatoires, mais surtout de manière à les faire passer à la blague, beaucoup comme les étudiants qu'il côtoie. Une autre personne nous raconte que lorsque certaines personnes ont appris son orientation sexuelle, elle a eu des représailles sur les réseaux sociaux, des commentaires offensants. Ces personnes en parlaient à d'autres et celles-ci la jugeaient du regard et l'évitaient. Le deuxième thème qu'on voulait vous illustrer, c'est celui où on a tenté de documenter certaines réalités et enjeux des communautés LGBTQ+. Alors, une personne nous dit « J'ai révélé à l'étudiant avec qui je sortais que je suis asexuelle. Il a accepté au départ, mais il a rapidement changé d'avis. Il a commencé par me faire sentir inadéquate en me disant que ce n'était pas naturel et que cela enlevait une partie de son intérêt pour moi. À plusieurs reprises, il m'a touchée de façon sexuelle, malgré le fait que je lui avais dit que cela ne me plaisait pas du tout. Après 2 mois de ce manège, il a finalement eu des relations sexuelles avec moi. À chaque fois, c'est après près d'1 heure d'insistance
ou par la force qu'il ait réussi à avoir ce qu'il voulait. Lorsque je lui expliquais que je ne consentais pas réellement à nos relations, il me traitait de femme illogique et d'imbécile parce qu'il ne pouvait pas deviner que je ne le voulais pas vraiment. Une autre personne nous raconte qu'elle se fait constamment dévisager à l'université par une diversité de personnes parce qu'elle n'est pas conforme à ce que devrait être une femme cis. Elle nous dit « Mes expériences aux toilettes sont particulièrement désagréables. On me dit de sortir des toilettes des femmes, on me regarde curieusement avec dédain ou suspicion. Je vais aux toilettes les moins fréquentées des pavillons que je fréquente. » Le troisième thème qu'on a documenté, ce sont les actions qui ont été posées par les victimes à la suite de la violence sexuelle en milieu universitaire qu'elles ont subie. Une personne nous raconte « Suivant les conseils d'amis, j'ai contacté l'intervenante en relation d'aide de l'université pour la rencontrer. Elle a été très professionnelle et compréhensive. Toutefois, mon dossier ne contenait pas nécessairement assez de répétitions pour qu'une plainte en harcèlement réussisse. Même si elle ne m'a pas dissuadée, la possibilité que ça fonctionne ou pas entrait dans l'équation. Je ne voulais pas m'investir dans un processus qui risquait d'échouer. Une autre personne nous raconte à quelques reprises, l'étudiant a tenté de m'embrasser, ce que j'ai toujours refusé. J'ai dû le repousser, il était très insistant. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas intéressée, que c'était non. Une autre personne nous raconte, j'étais figée, je n'ai rien dit. Personne n'a rien dit non plus pour essayer de me défendre. Cette blague déplacée est passée dans le beurre, comme on dit. Le thème D, qui est un thème très intéressant à notre avis, documente comment la victime s'explique la situation de violence sexuelle en milieu universitaire qu'elle a vécue. Alors, une personne nous dit « On m'a demandé si le sexe était meilleur avec des femmes, si j'ai quitté mon chum parce que le sexe était mauvais ou si c'était parce que j'étais gay. On m'a demandé si, vu que j'aime les hommes et les femmes, cela veut dire que je suis ouverte à un threesome. Clairement, les gens sont curieux. Je ne me suis jamais sentie insultée par ces questions parce que les personnes qui me les ont posées ne le faisaient pas dans l'intention d'être méchantes. » Une autre personne a un point de vue diamétralement opposé parce qu'elle nous confie « Je le constate aujourd'hui, en vous le racontant, car je crois que j'ai banalisé le geste, habitué que bien des hommes, gars, le fassent. » Une autre personne a vécu une situation alors qu'elle était en transition de genre. Elle nous dit « Étant une personne trans en transition, il arrive que des personnes soient curieuses. Bien que la très vaste majorité des personnes que je rencontre à l'université ne mentionnent absolument rien par respect, les quelques personnes qui me questionnent le font généralement en très grand respect, en me demandant mon autorisation pour en parler. » Le dernier thème que j'aborde avec vous avant de céder la parole à Son est le thème des conséquences. Évidemment, il y a beaucoup d'extraits qui concernent des conséquences psychologiques variées et nombreuses, des conséquences physiques, mais ici, on a choisi des extraits qui illustrent d'autres types de conséquences. Alors, le premier extrait, la personne nous dit « Il est certain que cette expérience a influencé énormément mon comportement social. Je m'isole et je m'inquiète dans mon coin, mais m'a surtout donné de très mauvais souvenirs reliés à l'université, ce qui est fort désagréable, puisque j'y mets les pieds chaque jour et je ne me sens pas parfaitement épanouie en raison de ce tourment enfoui entre ces murs. » Une autre nous dit « Cela m'a rendue mal à l'aise, par contre, en particulier quand je me suis confiée un peu plus à une de mes collègues et que par la suite, l'histoire a été partagée dans le département. C'est gênant et bien que la majorité du département se fout complètement de mon orientation sexuelle ou de mes rencontres avec des femmes, certaines personnes me regardent différemment. Certaines femmes vont me traiter différemment, pensant que le fait que je sois sympathique avec elles veut dire que j'ai envie d'une relation. » Une autre personne nous dit « Je suis à le nom de la ville parce que j'ai fui de telles pratiques de la part de mon directeur et de mes collègues de service. » Alors, je cède la parole maintenant à Son qui va nous présenter la méthodologie et les résultats de l'objectif 2. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Donc, comme Geneviève le mentionnait, je vais poursuivre avec la présentation de la méthodologie et des résultats de l'objectif 2, qui, je le rappelle, était de relever les pratiques des collèges et des universités sur le plan de la prévention et de l'intervention en matière de violence sexuelle qui est adaptée aux personnes étudiantes issues des minorités sexuelles et de genre. Donc, la manière dont on a constitué notre échantillon, ça a été tout d'abord de consulter le rapport de Martine Hébert et ses collaboratrices, qui a été publié en 2018 et qui décrivait les activités de 63 milieux d'enseignement supérieur qui avaient accepté de participer à leur recherche.
Donc, le but premier était d'identifier les milieux actifs sur le plan de la prévention en matière de violence sexuelle. Et on a ensuite épluché toutes les actions qui avaient été rapportées par ces milieux-là pour cibler les activités où est-ce qu'il y avait du contenu relevant de la diversité sexuelle, de genre, culturel ou du respect des personnes, ce qui nous a permis de cibler 44 milieux d'enseignement supérieur qui répondaient à ce critère. Sur les 44 milieux, pour les 44 milieux, en fait, on a tenté de repérer les personnes ressources qui sont chargées de la prévention des violences sexuelles. Puis, il y a 33 milieux, finalement, qui ont participé aux entrevues téléphoniques. Sur ces 33 milieux, il y a 25 cégeps et universités qui ont participé, donc 4 établissements anglophones, qui constituent un taux de réponse de 75 %. Puis, pour ces 33 milieux, ça représente en fait 46 % de l'ensemble des cégeps et universités au Québec. Alors, ces entrevues téléphoniques nous ont permis de cibler, en fait, de départager 6 types d'actions qui sont mises en place par les différents milieux interviewés. Le type d'action mise en place par le plus grand nombre de milieux, soit 26 des 33 milieux, ce sont des actions de prévention et de sensibilisation qui visent l'ensemble des communautés universitaires ou collégiales et qui informent sur le risque particulier de VSMES qui touche les personnes issues des minorités sexuelles et de genre. VSMES, je rappelle, c'est violences sexuelles en milieu universitaire, en milieu d'enseignement supérieur, pardon. Donc, par exemple, on retrouvait des actions de type kiosque d'information, kiosque thématique, des journées de sensibilisation ou même des semaines de sensibilisation sur la diversité, sur les réalités LGBTQ+. Il y a des milieux aussi, plusieurs milieux en fait, qui avaient fait des affiches de campagne de prévention. Par exemple, les bien connus Ni viande, ni objet ou Sans oui, c'est non. Il y a aussi certains milieux qui ont offert, par exemple, des prestations de théâtre d'impact ou des conférences, là, par exemple, sur les mythes et réalités transgenres. Le deuxième type d'action mise en place par ici 22 milieux d'enseignement supérieur, donc c'est la création d'un environnement inclusif et sécuritaire qui comprend, oui, là, bien sûr, l'utilisation d'un langage épicène ou des contenus émis en situation non genrée et représentative de la diversité sexuelle dans les formations, les campagnes de sensibilisation ou les ateliers, mais c'est également, par exemple, d'allouer un espace ou un local pour les regroupements, des locaux bien identifiés là, pour la communauté LGBTQ+, où il y avait parfois des intervenants et intervenantes qui se présentaient sur place pour discuter des réalités et enjeux de ces communautés. Et aussi plusieurs milieux qui permettaient ou qui permettent le changement de prénom sur les listes institutionnelles ou sur les cartes d'identité étudiantes, puis aussi l'aménagement de toilettes ou de vestiaires non genrés. Ensuite, ici, un type d'action qui a été mis en place par 18 des 33 milieux interviewés, c'est l'éducation de la population en milieu académique. Alors, par exemple, des milieux qui ont abordé les réalités des personnes provenant des minorités sexuelles et de genre dans certains de leurs cours, donc des professeurs qui abordaient ces réalités, mais aussi certains milieux qui ont fait venir des experts ou des organismes externes pour animer des ateliers ou donner des cours sur ces réalités. C'est aussi des milieux qui ont fourni des dépliants d'informations sur les réalités LGBTQ+, ou aussi sur des ressources qui sont offertes spécifiquement aux communautés en termes de violences interpersonnelles et sexuelles. Puis finalement, des milieux qui ont favorisé les discussions au sujet de la VSMES envers les personnes provenant des minorités sexuelles et de genre. Par exemple, d'organiser des activités de type questions-discussions interactives avec les participants, où on met vraiment les personnes participantes au cœur de l'animation. Ensuite, on a 16 milieux qui nous ont rapporté avoir des groupes de soutien pour les communautés LGBTQ+, des groupes de soutien là, qui pouvaient prendre différents noms, par exemple, comité sur la diversité, groupe de travail institutionnel, comité intersection. C'est des groupes qui étaient parfois exclusivement composés de personnes étudiantes. Parfois, il y avait aussi des intervenants, des personnes intervenantes ou des membres du personnel qui faisaient partie de ces comités. Puis, pour la majorité de ces comités, là, leurs mandats principaux étaient de participer activement et mettre en place différentes activités de prévention, de sensibilisation et d'offrir du soutien inclusif aux communautés. Offrir aussi des espaces d'échange qui sont sécuritaires pour les personnes issues des minorités sexuelles de genre et bien sûr venir en soutien là, aux personnes qui pourraient être victimes de violences sexuelles.
Puis, l'avant-dernier type d'action qu'on a pu circonscrire parmi toutes les entrevues réalisées, c'est la formation des intervenants et des intervenantes et des intervenants. Alors, c'est 9 milieux qui nous ont dit offrir des formations qui sont inclusives aux personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Certains milieux, c'était des formations qui étaient obligatoires pour les membres du personnel et des associations étudiantes, par exemple. Il y a des milieux qui ont fait venir, là, qui ont donné ces formations-là en partenariat avec des organismes externes, comme le CALAX en Estrie. Puis c'était des formations, oui, qui portaient sur les enjeux de la violence sexuelle qui est spécifique aux personnes issues des communautés, mais aussi sur les attitudes qui peuvent être aidantes et le soutien particulier à offrir aux personnes, aux personnes issues des communautés là, qui feraient des dévoilements de violences sexuelles subies. Puis le dernier type d'actions qui sont mises en place en milieu, qui a été rapporté par 4 milieux seulement, c'est les programmes ou interventions spécifiques aux personnes victimes issues des minorités sexuelles et de genre. Alors, c'est oui d'avoir une personne là, qui est intervenante, formée et disponible pour soutenir les victimes de SMS issues des minorités sexuelles et de genre. Il n'y a pas de milieu qui nous a rapporté vraiment d'avoir des programmes en particulier, mais il y a des milieux qui nous ont rapporté avoir vraiment avoir été engagés des personnes intervenantes qui sont spécialisées en violence sexuelle et qui étaient spécifiquement attitrées à l'intervention auprès des victimes de violences sexuelles issues des communautés. Donc, en fin de compte, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que oui, il y a peu d'interventions qui sont très spécifiques, adaptées là, aux personnes étudiantes issues des communautés. Il y a quand même 27 des 33 milieux sondés qui nous ont indiqué avoir identifié dans leur politique institutionnelle que les personnes issues des minorités sexuelles et de genre sont des groupes particulièrement visés, particulièrement à risque par la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur, comme c'est prescrit par la loi, là, comme je viens de le présenter en début de présentation. Par contre, tout de même, malgré ça, plus on entre dans la prévention et l'intervention spécifique à ces populations, moins il y a d'établissements qui nous ont rapporté avoir mis en place ces types d'actions. Je conclurai par contre avec une note encourageante, c'est qu'il y a quand même 9 milieux sur les 33 qui nous ont mentionné qu'ils prévoyaient offrir dans un avenir assez rapproché de la formation à leurs intervenants et leurs intervenantes sur les réalités liées à la violence sexuelle en milieu universitaire pour ces populations et aussi sur la manière de les soutenir, les outiller davantage dans le dévoilement et le soutien pour les victimes. Maintenant, on a aussi, en lien avec les résultats obtenus dans les analyses des récits des victimes là, issues des minorités sexuelles et de genre, puis les pratiques relevées dans les milieux d'enseignement supérieur, on a relu plusieurs recommandations de la littérature en termes de prévention et d'intervention, justement pour les milieux d'enseignement supérieur en matière de violence sexuelle qui visent les étudiants et étudiantes issus des minorités sexuelles et de genre. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. On en avait relevé beaucoup, on a dû faire un choix de présentation. Alors, tout d'abord, un des premiers axes, c'est une recommandation pour un environnement inclusif et sécuritaire des personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Alors oui, c'est bien sûr, comme plusieurs milieux ont dit l'avoir déjà fait, aménager par exemple des toilettes et vestiaires non genrés, permettre le changement de nom, choisir le pronom social, utiliser le pronom social choisi par la personne étudiante. Mais c'est aussi dans le matériel pédagogique, utiliser un langage épicène et des images inclusives, favoriser l'utilisation des prénoms et scénarios neutres en genre. Puis, la littérature recommande aussi aux établissements d'enseignement supérieur de faciliter l'accès aux services psychosociaux internes et externes, puis de faire ça aussi en collaboration avec des ressources externes qui seraient spécialisées là, en matière de violence de caractère sexuel. Un second axe de recommandation concerne la prévention, l'éducation et la formation. Alors d'abord, on recommande que les milieux s'assurent que la sensibilisation et la prévention, tant au point de vue universel que ciblé, soient inclusives et traitent des enjeux spécifiques de la VSMS subis par les personnes issues des minorités sexuelles et de genre, qu'on implique l'ensemble des membres des communautés des établissements d'enseignement supérieur dans les stratégies de prévention. Aussi qu'on forme et qu'on éduque les populations étudiantes, le personnel enseignant et le personnel de soutien. Par exemple, on recommande des formations sur la manière de développer des relations respectueuses en fonction du genre et de l'orientation sexuelle, ou encore d'éduquer sur les besoins et les préoccupations spécifiques
des populations issues des communautés LGBTQ+. Puis finalement, dans la prévention, éducation, formation, on recommande aussi l'implantation de programmes basés sur les témoins actifs, les témoins potentiels de situations de VSNES. Puis dans le fond, ce qu'on recommande, c'est que dans ces programmes, on intègre des scénarios d'apprentissage qui représentent les personnes qui sont issues des minorités sexuelles et de genre. Puis on recommande aussi particulièrement la participation à ces programmes des organisations LGBTQ+, et les proches ou confidents potentiels des personnes issues de ces communautés. Et finalement, le dernier axe de recommandation que je vous présente aujourd'hui, c'est en termes de qui concerne l'intervention. Alors, on recommande tout d'abord la mise en place de différentes ressources de soutien et de services d'intervention qui sont adaptés aux personnes issues des minorités sexuelles et de genre, tant pour les victimes que les non-victimes de VSNES, et tant dans les services reliés à la victimisation interpersonnelle qu'à la victimisation sexuelle. Ici, un autre point important que la littérature recommande, c'est la mise en place d'une approche d'intervention qui est sensible au trauma, parce qu'on sait que les populations étudiantes qui sont issues des minorités sexuelles et de genre sont susceptibles d'avoir subi plusieurs formes d'expériences adverses au cours de leur vie, comme la stigmatisation, de la discrimination et d'autres formes de victimisation, comme Geneviève l'a présenté aussi en début de présentation. C'est donc important d'avoir en tête que les personnes qui sont issues des minorités sexuelles et de genre n'en sont souvent pas à leur premier événement de violence sexuelle subie, et c'est donc très important de tenir compte de l'effet du cumul de tous ces traumas à long terme dans l'intervention. Puis, finalement, on recommande une collaboration entre les établissements d'enseignement et les ressources externes spécialisées sur la VSNES pour s'assurer qu'il y a une bonne coordination des stratégies de prévention et d'intervention et des services offerts, finalement, tant dans la communauté que dans les milieux d'enseignement supérieur. Alors, pour la conclusion de toute cette belle présentation, je vais recéder la parole à Geneviève. Merci beaucoup, Son. Alors, très rapidement, peut-être vous parler des contributions qu'on pense avoir eues avec ce travail de recherche, mais aussi de ses limites. Alors, en termes de contributions, on a accès à un portrait qualitatif, donc des violences sexuelles en milieu universitaire qui sont subies par une population provenant exclusivement des personnes, des minorités sexuelles et de genre, et ce, à partir de leur vécu, de ce qu'ils ont voulu bien nous confier ces personnes par elles-mêmes dans le cadre de l'enquête SIMU. Et on a aussi un portrait des pratiques de prévention déployées dans les milieux d'enseignement supérieur qui visent, qui tentent de s'adapter aux besoins donc des communautés. Par contre, en termes de limites, c'est sûr que ce n'est pas un échantillon qui peut prétendre être représentatif des communautés LGBTQ+ universitaires. Surtout, vous l'avez vu, là, il est composé majoritairement donc, de femmes bisexuelles de premier cycle. Donc, il faut garder en tête que les résultats peuvent s'appliquer peut-être plus facilement à cette population-là. Aussi, c'est un portrait des pratiques qui peut déjà avoir évolué, puisqu'il a été brossé à partir du recensement des pratiques de prévention d'un rapport qui avait été fait en 2018. Et nous, on n'a pas inclus tous les milieux potentiels. On est parti de ce rapport-là, on a identifié les activités des milieux qui en faisaient, et là, on a tenté de les interroger. Alors, je tenais quand même à faire quelques remerciements en terminant aux membres des communautés universitaires et LGBTQ+, qui ont participé à l'enquête SIMU, et aux personnes ressources des milieux d'enseignement supérieur qui ont participé aux entrevues téléphoniques, conduites d'ailleurs par Son, avec beaucoup de patience et de persévérance. Son a participé à toutes les étapes de cette recherche-là jusqu'à la rédaction du rapport dont elle est co-auteure. On remercie aussi le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la subvention que nous avons obtenue dans le cadre du programme de soutien aux établissements d'enseignement supérieur dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il y a plusieurs personnes étudiantes et professionnelles qui ont collaboré à plusieurs étapes du projet. Ariane Labonté et Ève Prévost qui sont co-auteurs du rapport à venir, Caroline Bélanger, Mylène Villeneuve-Cyr, Marie-Lou Saint-Pierre et Catherine Rousseau ont toutes participé à différentes étapes de ce projet de recherche. Enfin, vous mentionnez que le rapport sera lancé dans le cadre de la CPHAS 2021, en fait la CPHAS 2020 qui a été remis en 2021, qui se déroulera du 3 au 7 mai à l'Université de Sherbrooke. Je vous laisse mes coordonnées si vous voulez rejoindre n'importe qui
de l'équipe, vous pouvez me rejoindre et je vous mettrai en communication avec les personnes de l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la chaire pour l'invitation à venir faire la présentation dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais me représenter. Anne-Sophie Ponceau, j'utilise les pronoms elle et je suis chargée de projet au Conseil québécois LGBT. Je tenais juste à mentionner avant de commencer, j'ai vu que ma connexion buguait à quelques reprises. Des fois, l'écran fige. Donc, si jamais ça arrive, ça n'a pas l'air de durer très longtemps. Donc, juste être patient, puis je pourrais répéter au besoin si ça refige. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus en détail le projet pour lequel je suis chargée de projet, donc le projet pour en finir avec les labyrinthes. Donc, pour commencer, ce qu'on met en pratique maintenant au Conseil québécois LGBT, c'est de faire une reconnaissance territoriale avant nos interventions. Donc, je vais juste bouger ici. Donc, je vais juste pour lire, c'est ça, notre énoncé. Donc, nous reconnaissons que le bureau du Conseil québécois LGBT est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka et est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons des relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, nous reconnaissons également que la rencontre d'aujourd'hui se déroule en ligne et que nous nous trouvons tous probablement sur des territoires autochtones différents. Donc, nous vous lançons l'invitation à toujours en apprendre plus sur des nations autochtones qui se trouvent sur le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, je vais rebouger, excusez-moi, avec Zoom. Parfait. C'est ça. Encore une fois, avant de commencer ma présentation, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne occasion de vous parler du terme Two-Spirit, toujours dans cette optique d'en apprendre un peu plus justement sur les peuples autochtones. Et j'ai pris pour acquis que les gens qui participaient aujourd'hui étaient peut-être déjà un peu plus familiers avec l'acronyme LGBTQ+. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une occasion de parler de Two-Spirit. Donc, en termes de définition, que signifie le terme Two-Spirit? En fait, c'est un terme qui est assez récent, qui a été choisi par et pour les peuples autochtones en 1994, pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord plus spécifiquement. C'était pendant un rassemblement qui a eu lieu à Winnipeg, au Manitoba. Donc, c'est un terme, en fait, qui est un peu un terme parapluie, je dirais, comme le terme queer qui peut englober différentes identités de genre, différentes identités sexuelles. Et donc, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas prendre pour acquis quelle va être l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une personne qui s'identifie comme Two-Spirit. Ça peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas toutes les personnes autochtones de la diversité sexuelle et de genre qui vont s'identifier forcément comme Two-Spirit. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est seulement les personnes autochtones qui peuvent s'identifier comme étant Two-Spirit. Donc, c'est des petites choses à savoir par rapport à ça. Et je vous ai identifié deux documents que je trouvais quand même très, très intéressants et que je me suis dit qu'ils pourraient vous intéresser aussi pour en apprendre un peu plus. Donc, un premier, c'est un dépliant qui a été créé par Mary Lang, qui est une personne queer autochtone qui a fait son mémoire de maîtrise justement à partir d'entrevues avec des jeunes autochtones de Toronto qui s'identifient comme trans, queer ou Two-Spirit et qui parlaient de justement que signifie le terme Two-Spirit pour LE. Donc, vous pouvez avoir accès au dépliant ou à son mémoire au complet. Et l'autre ressource, c'est davantage du domaine de la fiction, en fait. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction qui s'appelle Love After the End, An Anthology of Two-Spirit and Indigiqueer Speculative Fiction. Et donc, en fait, c'est des autoristes Two-Spirit et queer autochtones qui ont rédigé différentes nouvelles dans lesquelles elles imaginent un futur dans le fond, alternatif au système colonial actuel et où les communautés Two-Spirit et queer prospèrent. Donc, c'est très intéressant. Je vous le recommande fortement. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, en fait, c'est pas très compliqué. Je vais vous présenter rapidement, pour commencer, le projet pour en finir avec les labyrinthes. Et par la suite, je vais vous présenter les principaux constats de la revue de littérature qu'on a menée dans le cadre du projet.
Donc, c'est une revue de littérature qui portait sur les violences sexuelles et bien sûr les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et on s'est concentré un peu davantage sur le milieu de la santé dans le cadre de cette revue de littérature. Donc, parmi les questions qu'on a pu adresser, on s'est demandé quels sont les mythes qui existent concernant la diversité sexuelle et de genre par rapport aux violences sexuelles. Aussi, quelles sont les conséquences de ces mythes par après sur l'accès aux services pour les personnes issues de la diversité? Quels vont être les autres enjeux qui peuvent être rencontrés par les personnes de la diversité sexuelle et de genre qui pourraient freiner justement leur accès à des services de soutien? Et finalement, on a pu dégager quand même quelques recommandations pour le milieu de la santé. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais essayer de faire ça pas trop long, mais dans le fond, le projet pour lequel j'ai la charge, c'est un assez gros projet qu'on a au Conseil québécois LGBT. C'est un projet d'environ 4 ans qui est financé par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada. Et c'est un projet qui a commencé en 2019. Et donc, il est parti de 2 principaux constats, en fait. Le premier, comme ce qui a été mentionné tantôt dans la présentation, c'est une prévalence élevée de victimisation sexuelle chez les personnes LGBTQ+, et Two-Spirit. Et l'autre constat principal, c'est qu'il y avait une certaine lacune, plusieurs lacunes en fait au niveau de l'offre de services de soutien pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et en fait, ces lacunes viennent d'un autre constat, si je peux dire, de consultations qu'on a menées, donc par Marie-Lou Saint-Pierre, en fait, elle avait mené une consultation auprès des organismes LGBT à travers le Québec, qui mentionnait qu'en fait, souvent des organismes LGBT peuvent recevoir des personnes survivantes des communautés qui veulent obtenir du soutien ou de l'aide par rapport aux expériences de violence sexuelle vécues. Mais ce n'est pas forcément tous les organismes LGBT qui vont être en mesure d'offrir ce type de service ou avoir une expertise par rapport, par rapport aux violences sexuelles. Et donc, les organismes ne vont pas forcément savoir comment intervenir ou vers quelles ressources diriger les personnes survivantes. Et à l'inverse, les organismes qui sont un peu plus spécialisés, disons, en violence sexuelle ou qui offrent du soutien aux personnes survivantes ne vont pas forcément bien connaître les réalités des personnes LGBTQ+, et Two-Spirit et savoir comment adapter leurs services à ces populations. Et donc, nous, on est parti un peu de tous ces constats. Je dis nous, mais je n'étais pas là, donc merci aux personnes avant moi qui ont réfléchi au projet. Mais dans le fond, la manière que ça a été conçu, c'est de réfléchir que tous ces différents secteurs d'intervention peuvent être complémentaires, ont tous une expertise à apporter pour offrir des services adaptés. Et donc, c'est pour ça que le projet a été réfléchi comme un projet de concertation. Donc, l'objectif est vraiment de mieux arrimer les différents services, les différents secteurs d'intervention. Et quand je dis secteur d'intervention, pour le projet, les secteurs ciblés, c'est bien sûr les organismes LGBTQ+, les organismes autochtones, le secteur de la santé et des services sociaux, le secteur de la sécurité publique et les organismes plus spécialisés en violence sexuelle. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de travailler à une concertation pour offrir, ou en tout cas pour développer un corridor de services qui soit plus adapté, qui fasse en sorte que ça soit moins justement un labyrinthe de services, d'où le nom du projet, pour les personnes survivantes et d'offrir des réponses ou des services qui répondent vraiment mieux aux besoins des personnes survivantes. Ah oui, juste avant de continuer, dans le fond, le projet est implanté dans 4 régions. On implante à Montréal, en Montérégie, en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord. Donc, pour vraiment avoir une diversité des réalités démographiques, réalités géographiques, pour tester un peu cette pratique qu'on souhaite développer. Donc, la première activité qui est prévue dans le cadre du projet, dans laquelle je travaille toujours, c'est une analyse des besoins. Donc, cette analyse des besoins vise vraiment à identifier, premièrement, c'est quoi les besoins et les barrières qui sont rencontrées par les personnes survivantes de la diversité sexuelle et de genre pour ce qui est d'accéder à des services de soutien. Et aussi, c'est quoi les besoins et les défis des intervenants et des intervenantes qui travaillent dans ces secteurs d'intervention. Donc, on a 3 activités ou sous-activités, disons, prévues dans le cadre de cette analyse de besoins. La revue de littérature que je vais vous présenter aujourd'hui. Et aussi, ce qu'on avait au programme, c'est faire des entretiens semi-dirigés, individuels, donc avec des personnes survivantes et aussi avec les organismes partenaires du projet
Donc, tous ces entretiens-là étaient prévus au mois de mars 2020. Donc, on a eu quelques empêchements, vu qu'on voulait les faire en personne. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire d'entretien avec des personnes survivantes. Il y en a quelques-uns qui avaient été faits juste avant la pandémie, mais j'ai définitivement pas assez de résultats à vous présenter à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la revue de littérature. Et je voulais mentionner avant de poursuivre que cette revue de littérature a été réalisée par Jade Almeida à l'automne 2019. Jade qui est présentement doctorante en sociologie à l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup, Jade. Et l'autre chose à mentionner, je pense que c'est peut-être bien nuancé que le Conseil québécois LGBT, on n'est pas un organisme qui fait des interventions ou qui offre des services en intervention. On est vraiment un regroupement d'organismes LGBT à travers le Québec. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous offrir vraiment une expertise terrain aujourd'hui. Moi-même, je ne suis pas intervenante ou je n'ai pas une formation d'intervention. Donc, je pense qu'en termes de contribution, ça va être encore davantage du côté de la recherche, mais j'espère que pour un prochain webinaire ou une prochaine présentation, j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus les résultats de ces entrevues justement qu'on a menées auprès de personnes survivantes. Donc, pour commencer, je vais vous présenter en premier un peu ces mythes qu'on a dégagés par rapport aux agressions à caractère sexuel et violences sexuelles envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et donc, il y a beaucoup, comme vous devez vous en douter, il y a beaucoup de mythes et préjugés par rapport à nos communautés. Mais en ce qui concerne la violence sexuelle, ce qu'on a pu identifier ou dégager dans la littérature, c'est que ce qui semble être vraiment au cœur de ces différents mythes et préjugés, c'est vraiment une conception genrée et hétéronormative de la violence. Donc, ce que j'entends par ça, c'est que dans l'imaginaire collectif, disons, la violence sexuelle est vraiment dans une dynamique genrée où la personne qui commet l'agression est forcément un homme cisgenre et la personne qui est victime est forcément une femme cisgenre. Donc, dans cet imaginaire-là, les violences sexuelles vont se produire dans des relations hétérosexuelles et on naturalise un peu l'agression comme étant le résultat d'un comportement qui est typiquement masculin. Et donc, à partir de cette conception-là, les mythes c'est sûr qu'il y a des mythes qui vont découler après ça pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Donc, par exemple, quand on prend des relations femmes cisgenres, premièrement, un premier mythe qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de violence qui peut se produire dans ces relations-là, parce que forcément, une femme devrait être victime. Donc, on a du mal à concevoir qu'une femme puisse être une personne qui commet une agression à caractère sexuel. Et aussi, un autre mythe, et encore une fois, c'est qu'on a une conception très hétéronormative des relations. Il y a ce très gros cliché comme quoi, dans une relation entre femmes, il y a forcément une femme qui fait l'homme et une femme qui fait la femme dans la dynamique de la relation. Et donc, cette image comme quoi il y aurait une femme plus masculine, plus féminine dans la relation. Et encore une fois, il y a un peu ce lien entre masculinité et violence qui va se faire que forcément, c'est la femme plus masculine qui commettrait l'agression et la femme plus féminine qui serait la victime. Donc, c'est des très grosses caricatures, mais c'est un peu le genre de mythe qui peut perdurer malgré tout, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et de façon semblable, dans les relations entre hommes cisgenres, comme on voyait tantôt dans un des extraits, ce type de violence va être ridiculisé ou banalisé parce que forcément, on conçoit les hommes comme pouvant se défendre physiquement. Si une agression va se produire, pourquoi tu ne t'es pas défendu? Donc, c'est le genre de mythe qui peut perdurer. Et un autre mythe qui a été identifié dans la littérature, c'est par rapport à la double violence. Donc, c'est le préjugé ou le mythe comme quoi, dans une relation entre deux hommes cisgenres, forcément, la violence le niveau de violence, disons, serait équivalent entre les deux partenaires. Donc, c'est un autre mythe qui peut découler de toute cette conception très genrée et hétéronormative de la violence. Donc, vous vous doutez bien que tous ces différents mythes et préjugés vont avoir des conséquences par après sur l'accès aux services, à la fois pour les personnes survivantes, mais aussi pour les prestataires de services. Donc, une première conséquence qui est assez évidente, c'est que ça va invisibiliser toutes les réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre en lien avec les violences sexuelles, puisqu'on va avoir une conception de la violence qui exclut un grand nombre de personnes et qui inclut seulement un certain type de corps, un certain genre seulement, et aussi certaines actions, certains gestes qui peuvent être posés et considérés comme la violence sexuelle.
Et donc, tout ce qui sort de ce cadre très restreint va être invisibilisé et exclu. Donc, une conséquence dans un sens qui va découler de ça, pour les personnes survivantes, bien, parfois, ça va être difficile même de reconnaître les abus qui ont été vécus comme étant de la violence sexuelle si on a intériorisé un peu cette conception genrée, hétéronormative et cisnormative au final de la violence. Donc, il y a ce premier enjeu qui peut se poser d'avoir du mal à reconnaître ce qu'on a vécu comme étant de la violence. Ce qui peut, bien évidemment, avoir un impact par la suite sur la demande d'aide. Donc, il est possible que la personne survivante n'aille pas chercher de l'aide du tout si elle ne reconnaît pas qu'elle a vécu de la violence, ou que cette demande d'aide se fasse vraiment de façon plus tardive. Donc, parfois, quand l'escalade de la violence est beaucoup plus avancée et c'est rendu beaucoup plus grave aussi. Donc, ça, c'est un autre impact qui peut y avoir pour les personnes survivantes. Et finalement, pour ce qui est des prestataires de services, encore une fois, et ce de façon inconsciente, disons, si les personnes ont intériorisé cette conception de la violence, elles peuvent avoir beaucoup de difficultés à reconnaître des personnes de la diversité sexuelle et de genre comme étant des victimes, donc avoir des doutes par rapport au dévoilement reçu et même au niveau du dépistage, de ne pas forcément mettre en place les mêmes pratiques pour dépister la violence dans des relations qui sortiraient d'un cadre hétéronormatif. Donc ça, c'est quelques conséquences issues des différents mythes qui peuvent encore perdurer. Et donc, dans la revue de littérature, on a pu identifier aussi d'autres enjeux qui peuvent freiner un peu l'accès aux services pour les personnes survivantes de la diversité sexuelle et de genre, et qui sont un peu plus spécifiques justement à nos communautés. Donc, un premier enjeu au final qui se pose, c'est l'utilisation du outing comme moyen de pression. Donc, la menace du outing, ce que j'entends par ça, c'est de révéler l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une personne sans son consentement. Donc, ça peut être utilisé pour garder une personne dans une relation abusive ou pour lui faire subir certains types de violences. Si la personne n'a pas encore fait son coming out et si elle est pas à l'aise de le faire ou ne souhaite pas le faire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est particulièrement problématique pour une communauté comme la communauté de la diversité sexuelle et de genre, parce que ce qui ressort de la littérature, c'est que pour les communautés marginalisées, souvent, la première source de soutien, ça va être l'entourage, ça va être les proches. Et donc, pour les personnes qui, justement, subissent un peu ce type de pression de je vais révéler ton identité à tes proches, ça va les isoler encore davantage des principales sources de soutien qu'elle pourra aller chercher. Donc, ça peut être particulièrement problématique. Un deuxième enjeu qui va se poser, qui peut être un frein pour les personnes survivantes, c'est cette idée qu'on appelle un peu de double ou triple dévoilement qui peut devoir être fait au service de soutien. Et donc, quand on parle d'un double ou triple dévoilement, c'est de devoir révéler ou de dévoiler l'expérience de violence qui a été vécue. Et en plus de ça, de possiblement devoir révéler son identité de genre et en plus son orientation sexuelle. Et donc, il peut y avoir la crainte associée à ça de recevoir des services différents ou que ça ait un impact négatif sur les services qui vont être reçus. Donc, ça rajoute vraiment un fardeau aux personnes survivantes qui réfléchiraient à l'option d'aller chercher des services. Un autre enjeu qui est très propre, pas seulement à nos communautés, mais qui se manifeste dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre, c'est que même dans des grandes villes comme Montréal, des fois, la communauté peut être assez petite. Des fois, tout le monde se connaît un peu. Donc, c'est possible que la personne agresseur et la personne victime partagent un peu le même set d'amis, les mêmes connaissances. Et donc, il peut y avoir cette crainte que si je vais dénoncer la personne ou si je fais un dévoilement, ça va avoir un impact négatif justement sur mes relations interpersonnelles. Est-ce que je vais perdre mes amis? Est-ce que je vais perdre justement mon cercle privé qui possiblement m'apporte aussi du soutien? Donc, il y a cet enjeu qui peut se manifester. Et un quatrième enjeu aussi qui est un peu plus propre aux communautés de la diversité sexuelle et de genre, c'est la crainte de renforcer les préjugés qui existent sur nos communautés. Donc, j'en ai mentionné beaucoup tantôt des mythes et préjugés.
mais il y en a d'autres qui existent, par exemple, dans le cadre de relations entre femmes lesbiennes, qu'elles soient transgenres ou cisgenres. Cette idée préconçue comme quoi une femme serait homosexuelle parce qu'elle aurait vécu une agression par un homme dans son enfance. On sait que c'est complètement faux, mais il peut y avoir la crainte pour les personnes survivantes de si je vais dévoiler mon agression, est-ce que ça pourrait renforcer les préjugés des personnes qui vont intervenantes qui vont m'offrir des services? Donc, il y a ça aussi qui peut freiner l'idée d'aller chercher du soutien. Et finalement, un enjeu qui est commun en fait à beaucoup de communautés marginalisées et surtout, en parlant d'intersectionnalité, aux communautés qui sont vraiment à la croisée de multiples oppressions, c'est une méfiance envers les institutions de santé qui, historiquement, peuvent avoir contribué à leur trauma. Donc, je pense que je vous apprends rien en disant ça, mais il peut y avoir justement cette crainte de se faire stigmatiser de nouveau, se faire discriminer, être revictimisé. Donc, c'est ça en particulier qu'on est à la croisée de plusieurs oppressions, de craindre le racisme systémique, de craindre on est toujours dans le système colonial, l'homophobie, la transphobie. Donc, toutes ces oppressions potentielles peuvent définitivement rendre les gens plus réticents à aller chercher de l'aide dans des institutions. Donc, après tous ces constats plus ou moins reluisants de notre revue de littérature, on a quand même pu trouver quelques recommandations qui, je pense, se recoupent quand même avec ce que Geneviève et Son ont présenté tantôt. Donc, bien sûr, ce qui est mis de l'avant, c'est de former les cliniciens, cliniciennes et intervenants, intervenantes aux réalités LGBTQ+, et Two-Spirit, et ça de façon régulière aussi. Et ça, je peux dire, même si on n'a pas encore fini l'analyse, avec nos partenaires du projet, ce qui nous met de l'avant, c'est que oui, c'est beau avoir une formation, mais ça fait 3 ans qu'on a eu la formation. Est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour, de faire justement une mise à jour constante des connaissances? Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi dans le projet, c'est que plusieurs mentionnaient que c'était une bonne option d'avoir la formation par un organisme LGBT local, donc qui peut adapter la formation aussi aux réalités régionales. Donc, c'est sûr qu'on trouve que c'est une bonne option pour favoriser la concertation, aussi la collaboration entre ces organismes. Et bien sûr, pour les réalités Two-Spirit, on met de l'avant de faire appel à des formatrices autochtones qui sont les mieux placées pour offrir ce type de formation. Une recommandation aussi qui est à la fois issue de la revue de littérature et qui a été mentionnée par certains partenaires, c'est d'adopter un peu un rôle d'éducation populaire et de vulgarisation pour contrecarrer les mythes. Et ça revient un peu à l'idée aussi d'enlever le fardeau aux personnes survivantes de la diversité sexuelle et de genre, de devoir justement faire l'éducation des intervenants, au-delà de ceux qui ont été formés, faire l'éducation aussi des autres personnes qui viennent chercher des services. Je sors un peu du milieu de la santé, mais par exemple dans des maisons d'hébergement ou d'autres types de secteurs. Et donc, que ça soit un peu plus à l'intervenant ou l'intervenante d'assumer un peu ce rôle, de faire l'éducation pour que ça ne soit pas sur la personne survivante que ça pèse. Et dans une optique semblable, de faire un accompagnement continu et approprié des personnes survivantes LGBTQ+, et Two-Spirit. Et ce en fait, quelques partenaires du projet ont mentionné que je trouvais intéressant, c'est qu'une fois que le lien de confiance est établi avec un intervenant, une intervenante, c'est comme pas le moment d'aller envoyer la personne vers d'autres services et de devoir rebâtir ce lien de confiance à chaque fois, de redevoir faire des dévoilements. Donc, plusieurs intervenants et intervenantes disaient, je trouve que c'est un peu mon rôle de jouer l'intermédiaire. OK, tu peux aller voir telle ressource, je vais me renseigner, voir, est-ce que cette ressource est vraiment inclusive aux personnes de la diversité. Si tu veux aller au poste de police, je vais t'accompagner. Je pense que c'est des pratiques qui sont déjà quand même mises en place dans plusieurs milieux, mais c'est aussi recommandé dans la littérature. Ce qui a été mentionné tantôt aussi, l'utilisation d'un langage inclusif. Et je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup de formations et de webinaires qui existent à ce sujet-là, comment adapter ces pratiques, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral. Et donc là, j'ai mis sur le côté un exemple d'un webinaire qui a été organisé assez récemment par le groupe d'action trans de l'Université de Montréal. Donc là, j'ai mis les liens à l'intérieur du PowerPoint. Je pense qu'il va vous être envoyé à la fin du webinaire, donc vous aurez accès. Mais c'est ça, c'est le type de webinaire et de formation qui existent et qui sont accessibles pour en apprendre plus là-dessus. Et les 2 dernières recommandations qu'il y avait, c'est de publiciser le milieu comme étant ouvert et accueillant
pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et ce qu'une intervenante avait mentionné aussi que je trouvais intéressant, c'était souvent on prend pour acquis de bon, ben, on va mettre une affiche dans nos locaux, on va avoir un petit drapeau arc-en-ciel sur notre porte d'entrée. À l'interne, on va afficher qu'on est accueillant et inclusif, mais pour les personnes de l'extérieur qui se demandent vers quelles ressources est-ce que je devrais me tourner, ces personnes-là n'auront pas forcément accès ou on ne saura pas forcément aller dans les locaux pour s'en assurer. Donc, c'est important de vraiment publiciser le plus possible sur ces réseaux sociaux, sur notre site quand on a un site Internet. Donc, c'est ça, de s'assurer que ce soit à l'interne, mais à l'externe aussi, que c'est vraiment bien affiché, bien indiqué, pour éviter, encore une fois, se faire d'autres personnes survivantes de devoir se renseigner et possiblement faire face à un refus ou un malaise au téléphone qui les aiderait certainement pas dans la situation. Et finalement, une recommandation qui émane de la littérature aussi, c'est qu'en ce qui concerne les personnes autochtones, ce qui est à prioriser, c'est vraiment une approche par et pour les communautés autochtones et de prendre pour acquis que ce n'est pas les services à l'extérieur des communautés qui sont forcément les premiers répondants ou premières répondantes. Donc, vraiment de favoriser un peu l'empowerment des communautés autochtones à ce niveau-là. Donc, voilà. Et je pense que j'ai pas mal terminé. Après ça, vu que vous allez recevoir le PowerPoint, je vous ai juste mis une liste de ressources qu'on avait développées au Conseil québécois LGBT qui inclut différentes ressources qui sont plus adaptées pour les personnes survivantes, Two-Spirit et LGBTQ+. Donc, on l'avait créé cet été pendant la vague de dénonciation. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc, je pense que c'est pas mal ça.